avant toute chose remercier Daniel Amédro d'une part pour l'organisation de ce séminaire aux séances desquelles j'ai été beaucoup trop prise cette année, je n'ai malheureusement pas pu assister, mais que grâce à la caméra et à l'informatique j'ai pu suivre postérieurement. Et je dois dire l'utilité de ces enregistrements audio, enfin vidéo des conférences, dans la mesure où ça permet de suivre le séminaire même quand on n'a pas pu se rendre physiquement présent aux séances. Et puis je remercie d'autre part Daniel pour son invitation à participer à ce séminaire. Je voudrais également en profiter pour rendre hommage de manière générale aux Amis de la Liberté. Et je le fais là en tant que directrice adjointe du CRHI, donc le laboratoire de philosophie de l'Université de Nice. Donc aux Amis de la Liberté et à son président Jean-Pierre Crémieux, pour cette, je l'ai éprouvé dans la préparation de cette intervention, dans cette exigeante mais difficile conciliation entre rigueur du savoir scientifique et sa diffusion la plus large possible, tout en restant étroitement attentif aux enjeux politiques du savoir. Donc voilà, je trouve que l'entreprise des Amis de la Liberté pour ça est tout à fait louable et demande à être encouragée. Alors, comme Daniel, tu peux le remarquer, j'ai changé le titre de mon intervention, mais l'ensemble de mon exposé va viser à élucider ce titre. Donc j'ai réintitulé mon intervention Herbert Spencer, ou ce qu'il reste d'ultralibéralisme dans le néolibéralisme. Comme l'intitulé de ce séminaire est un concept complexe, le néolibéralisme, et que je ne me suis pas présentée, mais je suis philosophe, maîtresse de conférence en philosophie à l'Université de Nice, et mon métier, je considère que c'est au moins pour partie un travail de définition des concepts. Je voudrais m'essayer de manière préalable à un essai de distinction conceptuelle que j'ouvre entièrement à la discussion, en vue de mieux saisir ce qui distingue ce que nous pouvons appeler le libéralisme, l'ultralibéralisme et le néolibéralisme. Ce sont des termes que nous cessons d'employer, que très souvent nous confondons. Nous employons ces termes les uns pour les autres. Et ce que j'aimerais essayer de faire, c'est travailler à une typologie, tout au moins à l'élaboration de critères qui nous permettent de différencier ces trois concepts de libéralisme, d'ultralibéralisme et de néolibéralisme. Et donc je vais commencer, non pas par Spencer, comme mon titre l'indique, mais d'abord par un essai de définition. Alors, de manière assez classique, on s'entend sur le fait que le libéralisme désigne les doctrines qui posent comme principe premier et cardinal de l'agir humain la liberté individuelle. Cette liberté, dans la théorie libérale, est conçue d'une part comme constitutive de l'individu, c'est-à-dire que c'est la liberté qui fait l'essence de ce qu'est un individu. Être un individu, c'est nécessairement, c'est essentiellement être un individu libre. Et donc, en un sens, toute forme d'entrave à cette liberté constitue une entrave à l'essence de l'individu, première caractéristique de ce libéralisme. D'autre part, une liberté qui est considérée comme antérieure à toutes les formes de collectifs, d'organisation, de groupements, d'associations, dans lesquels les individus se trouvent de fait pris. Ce qui commande immédiatement une limite pour ces groupements. Ces groupements se doivent de respecter cette liberté première, antérieure à leur existence même. Alors, je suis là, je ne dis que des choses très classiques. À cette définition liminaire, on peut distinguer de manière tout aussi classique, mais le classicisme a du bon, parce que ça nous permet de bien cadrer nos propos. Donc on peut distinguer de manière tout aussi classique, et cette distinction elle me paraît vraiment essentielle, ce que l'on appelle le libéralisme politique et le libéralisme économique. Le libéralisme politique consistant en l'affirmation du primat de la liberté politique, contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient
Le libéralisme économique, quant à lui, affirme le primat de la liberté économique, c'est-à-dire de l'initiative privée. Et corrélativement, ce libéralisme économique consiste en l'affirmation de la non-intervention ou de la nécessaire limitation de l'État en matière économique, ce qu'on appelle usuellement le laisser-faire. Alors, le point intéressant de cette distinction, c'est précisément que libéralisme économique et libéralisme politique ne coïncident pas. Ils ne vont pas nécessairement de pair. Et de ce point de vue-là, on peut être libéral au sens politique tout en étant antilibéral au sens économique. On peut tout autant, et c'est, je crois, l'une des thèses des ouvrages qui sont en train de sortir en ce moment autour du néolibéralisme, on peut tout autant être libéral sur un plan économique et antilibéral sur le plan politique. Alors, je pense par exemple, mais ce n'est qu'un exemple et on pourrait les multiplier, je pense par exemple à la position de Hayek qui, en 1981, affirmait en soutien au régime de Pinochet, qui n'est pas l'exemple même de garantie de liberté politique. Je vous cite cette citation de Hayek parce qu'elle est délectable. Il est possible pour un dictateur de gouverner de manière libérale, entendez ici au sens de libéralisme économique, et il est également possible qu'une démocratie gouverne avec un manque total de libéralisme. Ce qui est visé, c'est le socialisme, toutes les formes de planification collectiviste, etc. Là aussi, entendez, ces démocraties manquent de libéralisme économique. Personnellement, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme. Donc là, on voit tout à fait une position, un libéralisme économique exacerbé, qui se concilie sans grande difficulté avec un antilibéralisme politique. Et c'est d'ailleurs ce libéralisme économique sans liberté politique qui délimite ce que Grégoire Chamaillou, dans un ouvrage dont Daniel, je le sais parce que j'ai regardé les vidéos, vous a déjà parlé, qui vient de sortir, la société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. La généalogie que dresse Grégoire Chamaillou est précisément celle d'un libéralisme économique antilibéral politiquement. Wendy Brown. Et alors, je pense d'ailleurs que dans les généalogies actuelles du libéralisme, un des points intéressants des ouvrages qui sont en train de sortir autour du néolibéralisme réside précisément dans ce découplage du libéralisme économique et du libéralisme politique avec des formes de libéralisme autoritaire. Alors, voilà pour une définition liminaire du libéralisme. J'en viens maintenant à une définition un peu plus complexe, une distinction un peu plus complexe, excusez-moi, celle qu'on peut faire entre libéralisme et néolibéralisme, ou encore en quoi le néolibéralisme se distingue-t-il de ce libéralisme classique tel que je l'ai défini. Alors la stabilisation philosophique de la distinction entre libéralisme et néolibéralisme date du cours que Michel Foucault a donné au Collège de France en 1960, c'était sur l'année 1978-1979, et qui a été publié en 2004 sous le titre « Naissance de la biopolitique ». Foucault, dans le prolongement de son cours sur la sécurité, étudie une certaine forme de gouvernementalité. Il a établi antérieurement ce qu'était la gouvernementalité, et là il étudie, dans Naissance de la biopolitique, il étudie une forme particulière de gouvernementalité, à savoir la gouvernementalité. Par gouvernementalité, entendez conduite des conduites, l'art de gouverner, la rationalité qui permet de gouverner une population. Donc, dans cet ouvrage, Naissance de la biopolitique, Foucault étudie une forme particulière de gouvernementalité, ce qu'il appelle la gouvernementalité libérale. Et il distingue, au sein de cette gouvernementalité libérale, ce qu'il appelle la gouvernementalité proprement libérale. Je me rends compte que j'ai oublié de... Excusez-moi.
j'ai vraiment fait un effort pour faire un PowerPoint et je me rends compte que c'est pas lisible. Hein. À peine. On va s'approcher. On va attendre qu'il fasse noir. On va s'adapter. Sinon, il faut que tout le monde se mette là, demain. Donc, dans ce cours Naissance de la biopolitique, dont j'ai indiqué précisément les références ici, mais vous ne les voyez pas, Foucault distingue la gouvernementalité proprement libérale des XVIIIe et XIXe siècles de ce qu'il appelle la gouvernementalité néolibérale, dont il décèle la naissance dans les années 1930 autour de l'ordolibéralisme allemand et l'extension après la Seconde Guerre mondiale avec le libertarisme ou encore l'anarcho-capitalisme, principalement, pour faire simple, on va dire Hayek, Friedman, les économistes de l'école de Chicago. Alors, ce qui est intéressant dans cette distinction mise en place par Foucault, c'est d'essayer de voir avec lui ce qui distingue le libéralisme du néolibéralisme, ou encore ce qu'il y a de nouveau dans ce néolibéralisme. Et pour Foucault, il fait ça en particulier autour de la page 120-121, dans l'édition de Gallimard, pour Foucault, la ligne de rupture entre le libéralisme classique des économistes néoclassiques et le néolibéralisme réside dans la place accordée à l'État. Du côté du libéralisme classique, c'est la thèse que je vous présentais juste avant, hein, on a une réduction maximale désirée de l'État et de ses interventions sur le marché, c'est la fameuse thèse du laisser-faire. Ou encore ce point commun entre marxisme et libéralisme, de la thèse de la disparition de l'État. De l'autre côté, du côté du néolibéralisme, Foucault s'attache à des théories libérales qui, au contraire, avancent qu'il faut un État, que l'État est nécessaire, y compris sur le marché, donc totalement à rebours de la thèse du laisser-faire. Et ce qui sous-tend en fait cette place différenciée de l'État, cette fonction différenciée de l'État dans le libéralisme et le néolibéralisme, c'est la compréhension que les libéraux d'un côté et les néolibéraux de l'autre ont des mécanismes du marché. Du côté du libéralisme classique, les économistes néoclassiques, l'État doit disparaître, l'action de l'État doit être réduite à une action minimale. Pourquoi? Parce que le marché s'autorégule spontanément, naturellement. Et toute action de l'État va au contraire perturber ce jeu naturel, va fausser, va empêcher par le jeu du marché d'atteindre une harmonie. Alors que, note Foucault, dans le néolibéralisme, le marché n'est plus conçu comme fondé sur des lois naturelles et se déployant spontanément. De ce point de vue-là, ce que tu disais, Daniel, dans la première séance historique sur la dépression, la crise de 29, effectivement, a laissé des traces. Le marché ne s'autorégule plus, on ne croit plus, en tout cas, on ne croit plus à l'autorégulation spontanée du marché. Et donc, le marché est conçu comme un ordre économique normatif qu'il faut réaliser, produire, construire, et ce, par une intervention même de l'État. En gros, apparaît, si je résume, à la thèse du laisser-faire, l'État doit se retirer pour laisser faire le marché, se substitue une thèse de l'État comme garantie du jeu du marché. Ce qui change effectivement considérablement la donne. Alors c'est sur ce constat et sur l'apport propre de Foucault que Barbara Stiegler, dans un autre ouvrage dont Daniel vous a parlé dans la dernière séance, ce qui vient de sortir, que Barbara Stiegler, cette distinction foucaldienne entre libéralisme et néolibéralisme constitue le point de départ de Barbara Stiegler dans cet ouvrage qui vient de sortir, donc il faut s'adapter, entre guillemets, sur un nouvel impératif politique. Je ne sais
sais pas si vous avez eu le temps de lire cet ouvrage. Pour vous le présenter rapidement, ce que fait admirablement bien Barbara Stiegler, c'était une de mes enseignantes quand j'étais étudiante à Paris 1 et je retrouve les qualités ici de Barbara Stiegler, c'est qu'elle part de l'injonction moderne à l'adaptation, de toutes ces formules, il faut s'adapter, il faut évoluer, la compétition, la sélection des plus aptes, etc. Donc tout ce champ lexical de l'adaptation qui emplit nos sociétés contemporaines, et elle s'interroge, elle cherche à en faire la généalogie. Elle se demande d'où vient cette injonction à l'adaptation, sachant que cette injonction est plutôt surprenante dans un contexte affirmé de refus de toutes les formes de sociobiologie. En gros, depuis 1945, toutes les déductions d'injonctions économiques depuis des lois biologiques, en raison même des expériences qui ont été menées pendant la Seconde Guerre mondiale, sont rejetées. Et dans ce contexte de séparation stricte du biologique et de l'économique, Barbara Stiegler s'interroge sur la multiplication et l'émergence et la multiplication des injonctions à l'adaptation, dans un contexte très, j'y reviendrai, anti-darwinien social. Et elle revient pour cela sur la distinction foucaldienne que Foucault fait donc dans le cours que je vous ai présenté, Naissance de la biopolitique. Elle revient sur la distinction foucaldienne entre libéralisme et néolibéralisme, et elle critique Foucault en disant que Foucault s'est concentré sur une voie, celle de l'ordolibéralisme allemand, mais en laissant de côté une autre voie, une autre généalogie que Barbara Stiegler se propose d'examiner, qui est celle de l'évolutionnisme américain. Et tout particulièrement d'un auteur dont Daniel vous a également parlé, à savoir Lippmann, et son The Good Society qui date de 1937, et le colloque Lippmann qui s'en est ensuivi. Et ce que fait Barbara Stiegler dans cette généalogie, c'est qu'elle elle relie la distinction foucaldienne entre libéralisme et néolibéralisme depuis Lippmann. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui distingue les anciennes formes de laisser-faire libéraux du néolibéralisme, excusez-moi, de Lippmann, c'est que Lippmann affirme que l'adaptation ne se fait pas naturellement. Les individus ne s'adaptent pas naturellement, et donc est nécessaire un État qui va être le garant, on retrouve ce que je vais vous présenter juste avant, qui va être le garant, l'outil de l'adaptation à ce nouvel environnement que les individus modernes rencontrent, qui est un environnement mondialisé. Donc je ne rentre pas dans le détail de cette théorie. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est ce point commun qu'on peut tisser, qu'on peut voir surgir entre les différentes formes de néolibéralisme étudiées par Foucault, prolongées par Barbara Stiegler, qui affirme que le néolibéralisme est une forme particulière de libéralisme qui ne revendique pas un laisser-faire, mais au contraire la garantie de l'État pour assurer les mécanismes du marché. Ce qui va à l'encontre de positions trop binaires entre État et marché. Alors, Spencer dans tout ça. Bon, je suis spécialiste du XIXe siècle. Spencer est un des auteurs incontournables du XIXe siècle, et c'est d'abord à ce titre que je me suis intéressée à lui. Mais m'intéressant à lui, il me semble qu'il y a dans la relecture du libéralisme particulier que propose Spencer deux apports possibles qui ne sont pas simplement des apports, si vous voulez, d'érudition. Ils ne sont pas simplement le souvenir d'une forme particulière de libéralisme à un moment donné. Et c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette intervention.
Premier rapport, il me semble que Spencer peut permettre de complexifier un petit peu la typologie libéralisme, néolibéralisme, en ajoutant un troisième terme que je vais utiliser pour qualifier sa position, qui est le terme d'ultralibéralisme. Notre terme entre ce libéralisme classique et le néolibéralisme, je voudrais introduire un autre terme, l'ultralibéralisme, dont Herbert Spencer me semble le représentant par excellence. Et par ultralibéralisme, je n'entends pas, comme cela est souvent déploré par les libéraux qui refusent précisément ce terme d'ultralibéralisme, je n'entends pas par ultralibéralisme viser dans ultra ce qu'il y a d'extrême, comme quand on dit les ultras. Les libéraux sont très souvent critiques à l'égard de l'usage même du terme d'ultralibéralisme en énonçant un usage politique qui permet d'associer le libéralisme aux extrémismes. Ce n'est pas du tout la signification ici que je vise dans ultra. Je prends ici ultra au sens de toujours plus. Et de ce point de vue, je rejoins une thèse que Daniel a exposée lors de la première séance et je crois qu'il était en train d'exposer quand je suis arrivée, à savoir qu'avec Spencer, on est sur une forme de libéralisme qui explique les défauts qu'on peut cerner dans les sociétés libérales, non pas par le libéralisme, mais par un défaut, un insuffisant libéralisme. En d'autres termes, pour dépasser ces difficultés, il faut plus de libéralisme. Donc j'entends ultralibéralisme en ce sens précis, d'un libéralisme qui va toujours vers le « il en faut plus » et ce qui fait échec n'est pas imputable au libéralisme, mais au contraire du libéralisme, à savoir l'État. Donc, premier rapport, il me semble, de Spencer, je vais essayer de vous présenter la théorie spencerienne. Premier rapport de la théorie spencerienne, le fait de délimiter une position supplémentaire dans ce découpage conceptuel, celle de ce que je vais appeler l'ultra-libéralisme. Et second apport, et là je vous demande votre bienveillance parce que c'est des choses que j'ai pensées pour cette intervention, donc je les teste, vous me direz ce que vous en pensez. Second apport, il me semble que dans cette version du libéralisme que peut constituer l'ultralibéralisme, il est important de pointer des éléments de continuité entre ultralibéralisme et néolibéralisme contemporain. En d'autres termes, ce que je vais essayer pour l'instant de suggérer, à défaut de pouvoir le montrer de manière complète, ce que je voudrais essayer ici de suggérer, c'est que la critique de toutes les formes d'intervention de l'État n'est peut-être pas tant, qu'on trouve dans l'ultralibéralisme, n'est peut-être pas tant en rupture que cela avec l'État tel que autorisé par le néolibéralisme. Je suis claire ou pas claire? Ou encore, il y a certes du côté de l'ultralibéralisme la thèse selon laquelle ce sont les restes d'État qui font échouer le libéralisme. Et donc, aller vers davantage de libéralisme, c'est forcément restreindre l'État. Et il y a certes de l'autre côté, du côté du néolibéralisme, la thèse selon laquelle l'État doit être le garant du libéralisme. Et si on regarde comme ça les choses en termes de fonction de l'État, on peut se dire qu'il y a une distinction, il y a une rupture, une ligne de rupture entre ultralibéralisme de Spencer et les formes contemporaines de néolibéralisme. Pour autant, il me semble qu'il y a des lignes de continuité extrêmement fortes qui viennent gommer, si vous voulez, cette ligne de rupture apparente, des lignes de continuité importantes, dans un interdit qui est absolument commun aux deux positions, à savoir l'interdit de toutes les formes de politique redistributive.
ou encore, je ne cesse d'essayer de reformuler hein, la même idée qui m'est venue en travaillant cette intervention, ou encore, peut-être qu'il ne faut pas tant s'interroger sur la fonction de l'État que sur ce que l'État est autorisé ou non à faire. Quelles sont, en d'autres termes, les formes illégitimes d'intervention de l'État. Or, de ce côté-là, il y a une très claire continuité entre la position libérale de Spencer et, par exemple, la position néolibérale d'un Hayek, qui se trouve gommée, si vous voulez, par la généalogie proposée par Barbara Stiegler, qui creuse au contraire des différences dans la conception de l'État. Et donc c'est cela que je voudrais juste explorer. Et j'espère en conclusion, par là même, en fait, c'est un reproche que je fais à Barbara Stiegler, mais c'est un reproche que je ne fais pas à Foucault. Et à mon avis, il a une définition du néolibéralisme qui est différente en fait de celle que Barbara Stiegler propose dans Il faut s'adapter et de l'interprétation qu'elle propose elle-même de Foucault. Le néolibéralisme, à mon sens, chez Foucault, n'est pas tant cette réintroduction de l'État comme garantie du marché, mais le fait que l'État lui-même soit pris dans le jeu du marché. C'est ce que je voudrais défendre en fin de parcours. Mais je me rends compte que j'ai déjà été un peu trop long sur mon introduction. Il faut que je parle combien de temps? Tu es la start classifiée. Comment? Tu es la start classifiée. Non, mais 1h30, c'est dur, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour... donc voilà la justification du changement de titre, de ce titre qui peut paraître un peu énigmatique, ce qu'il reste du libéralisme dans le néolibéralisme. Alors, j'en viens à Spencer. Peut-être que pour gagner du temps, est-ce qu'il est nécessaire que je présente un peu Spencer, ou est-ce que c'est un auteur que vous fréquentez? Rapidement, s'il vous plaît. Alors, je pose la question parce que quand on est spécialiste du 19e siècle, Spencer est quelqu'un d'omniprésent. Mais c'est aussi quelqu'un qu'on a très largement oublié aujourd'hui. Et il y a un contraste qui est absolument saisissant entre vraiment la diffusion très large des thèses de Spencer au 19e siècle. Tout le monde lit Spencer, tout le monde discute Spencer, qu'on soit pour, qu'on soit contre. C'est une espèce de passage obligé, et le relatif oubli dans lequel il est aujourd'hui. Donc Spencer, c'est quelqu'un d'assez surprenant, dans la mesure où il a commencé par être ingénieur, donc il est l'inventeur d'un vélocimètre, qui était un instrument pour essayer de mesurer la vitesse. Il a rédigé un mémoire sur la construction des ponts. Mais c'est aussi un philosophe, et plus particulièrement le philosophe qui a défendu l'évolutionnisme, qui a même essayé vraiment de fonder tout un système d'évolutionnisme philosophique, à peu près à la même époque que Darwin. Alors, je vais essayer de faire une présentation rapide, et il me semble qu'on peut résumer de manière générale la position spencerienne à deux traits saillants. Je ne dis pas que c'est l'unique manière de le présenter, mais ça me semble les points les plus importants. Spencer est d'abord connu comme théoricien de l'évolutionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il cherche, dans un système qu'il appelle le système de philosophie synthétique, il n'y a rien de synthétique dans tout ça, mais excepté son principe, il cherche à unifier l'ensemble, et rigoureusement l'ensemble des phénomènes, sous un seul et unique principe, la loi d'évolution. L'ambition systématique, de ce point de vue-là, est assez magistrale. Il est persuadé qu'on peut expliquer l'ensemble des phénomènes, les phénomènes physiques, les phénomènes biologiques, les phénomènes psychiques, les phénomènes sociaux, les relations morales, les relations politiques entre individus. Tout ça peut être expliqué par un unique principe
qu'il appelle la loi d'évolution. Donc vous comprenez d'emblée hein, l'ambition systématique très forte et également pourquoi la raison pour laquelle il appelle son système de philosophie synthétique. Il y a une ambition systématique, il y a aussi une ambition de synthèse dans la mesure où il y a un seul et unique principe synthétique qui sous-tend l'ensemble des règnes, de la nature. Et donc c'est dans ce cadre qu'il déploie son système de philosophie synthétique. Dans les premiers principes en 1862, il commence par énoncer la loi d'évolution. Je vous la citerai tout à l'heure parce qu'elle n'est pas du tout intuitive. Et ensuite, cette loi d'évolution, il va la déployer dans les différents registres. Alors là, je ne l'ai pas mis dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre qu'il va ensuite privilégier dans un ouvrage de 1869 qui s'appelle « La classification des sciences », où il essaye précisément de synthétiser tout cela. Il applique la loi d'évolution aux phénomènes biologiques dans ses Principles of Biology, ensuite aux phénomènes psychiques dans ses Principles of Psychology, ensuite, et là ça constitue une partie majeure de son œuvre dans laquelle il n'est pas simplement philosophe mais aussi sociologue, ensuite il applique la loi d'évolution aux phénomènes sociaux dans ses Principles of Sociology, puis ensuite dans ses Principles of Ethics qui ont été traduits pour donner sur les données éthiques, il applique la loi d'évolution aux relations morales et même dans un ouvrage très politique comme L'individu contre l'État, c'est toujours cette loi d'évolution qui guide ce que doivent devenir les relations politiques, la structuration politique des sociétés. Donc vous voyez ce qu'il y a d'original, mais aussi de fou hein, dans cette démarche. Mais le 19e siècle était très... Enfin, on a plusieurs... Pour regarder Auguste Comte, il y a aussi cette prétention, et même quelqu'un que je connais bien, enfin, pas personnellement, que j'ai beaucoup fréquenté, comme Émile Durkheim, la division du travail social, prétend fournir une seule loi d'évolution de toutes les sociétés. Chaque fois, on est sur des ambitions systématiques, unitaires, extrêmement surprenantes pour nous. Donc, pour Spencer, le principe d'évolution, c'est un principe universel qui s'applique dans tous les registres de la nature, tant dans le règne inorganique que dans le règne organique, tant pour les phénomènes vivants que pour les phénomènes psychiques ou sociaux. Et de ce point de vue-là, vous voyez, c'est très important pour comprendre le système spencerien. Pour lui, il n'y a pas, et en particulier son darwinisme social, il n'y a pas pour lui de ligne de rupture. Il y a une continuité entre l'inorganique et l'organique, entre le biologique et l'économique. L'ensemble de ces phénomènes sont régis par une seule et même loi, la loi d'évolution. Alors, Spencer est aussi connu pour une seconde raison, moins glorieuse, mais complètement liée à la première. C'est le représentant par excellence de ce qu'on a appelé le darwinisme social. Et par darwinisme social, on vise précisément l'extension de principes prévalents dans le règne biologique, tout particulièrement le principe de la sélection naturelle de Darwin, dans les relations humaines. La traduction, je vous la livre tout de suite, parce qu'elle est glaciale, pour nous qui connaissons ce qui s'est passé ensuite. La traduction spencerienne de cette application du principe de la sélection naturelle aux sociétés humaines, c'est les plus aptes doivent bénéficier de leur aptitude, peuvent survivre, les moins aptes seront éliminés. Vous voyez immédiatement les dérives, les usages qui ont pu être faits postérieurement en termes d'eugénisme, et par là même les réticences très fortes que nous avons, nous, dans un contexte post-seconde guerre mondiale, à toute forme de sociobiologie, à toute déduction de principes de structuration des sociétés à partir de principes biologiques, de principes prévalents dans le règne biologique.
Non, le darwinisme social vise, cette expression vise précisément cela, c'est-à-dire l'extension aux relations sociales, à la structuration du groupe social du principe de la sélection naturelle établi pour le règne biologique. Alors, cette expression, vous connaissez un peu l'histoire de cette expression? C'est un point qui, moi, je trouve extrêmement intéressant. C'est un journaliste, un militant et théoricien anarchiste, Émile Gautier, qui a publié en novembre 1979 un petit texte qui s'appelle Le darwinisme social, dans lequel justement il dénonce l'application de la lutte pour la vie à l'ordre socio-économique. Ce qui me semble extrêmement intéressant dans cette expression de darwinisme social, c'est les débats qu'elle a suscités chez les spécialistes de Darwin. C'est-à-dire que, est-ce que Darwin lui-même était ou non favorable à cette extension de son principe de la sélection naturelle aux sociétés humaines? Et là, il y a un clivage très fort dans les études darwiniennes entre ceux qui estiment qu'il y a du darwinisme social chez Darwin et ceux qui estiment que Darwin, précisément, a mis en place les bornes qui interdisaient ce passage. Et je vous livre, moi, l'interprétation que je trouve la plus convaincante, c'est celle de... Vous connaissez Patrick Tort, spécialiste de l'évolutionnisme et du darwinisme, et c'est lui qui a fait le gros dictionnaire sur le darwinisme. Et la position de Patrick Tort me semble extrêmement intéressante. Ce que dit Patrick Tort, c'est que précisément, on ne trouve pas il n'y a pas chez Darwin de darwinisme social, dans la mesure où, dans la descendance de l'homme, Darwin lui-même a mis en garde contre l'extension du principe de la sélection naturelle aux sociétés humaines. Et ce qu'affirme Patrick Tort, c'est que Darwin l'a fait selon ce qu'il appelle, en mettant en œuvre ce que Patrick Tort appelle l'effet réversif de l'évolution. En d'autres termes, je vous explique juste le mécanisme, parce qu'il est extrêmement intéressant. Ce que montre Patrick Tort, c'est que finalement Darwin a pensé qu'à partir de l'espèce humaine, il y avait une inversion dans le processus de sélection. Plus exactement, l'espèce humaine est cette espèce qui a sélectionné pour survivre l'antisélection. De ce point de vue-là, la civilisation, si vous voulez, c'est une compréhension de la culture comme mécanisme antisélectif. Et par là même, Patrick Tort défend l'idée qu'on ne peut pas, en raison de cet effet réversif de l'évolution qui fait qu'à partir de l'espèce humaine, le principe d'adaptation se fait selon un mécanisme antisélectif. À partir de là, on ne peut pas voir chez Darwin lui-même un darwinisme social. Et donc, Patrick Tort propose si vous voulez, Gautier a introduit en 1879 énormément de confusion avec cette expression de darwinisme social. Vu que chez Darwin, les choses sont beaucoup plus complexes que simplement un transfert du principe de la sélection naturelle aux sociétés humaines, et que par là même, qualifier Spencer de représentant du darwinisme social, c'est dévoyer la théorie darwinienne. Et donc, Patrick Tort propose plutôt d'appeler ce que l'on appelle usuellement le darwinisme social, il propose de l'appeler un pseudo-darwinisme social. Vu que la théorie darwinienne n'est pas... excusez-moi pour cette parenthèse, mais elle me semble extrêmement intéressante. Ce qui est sûr et certain, quelle que soit la position de Darwin sur ces questions, ce qui est sûr et certain, c'est que, effectivement, Spencer est un je ne sais plus s'il faut dire un darwiniste social ou un pseudo-darwiniste social, mais Spencer franchit allègrement le pas, c'est-à-dire applique le principe de la sélection naturelle aux sociétés humaines, plus exactement, pour reprendre et pour baliser un petit peu ce qui distingue Spencer, l'évolutionnisme spencerien de l'évolutionnisme de Darwin. Spencer avait formulé une théorie de l'évolution. Si vous voulez des précisions sur tout ça, je vous recommande le cas Spencer de Beckman et Micheli, qui est très développé sur précisément
l'élaboration progressive par Spencer de son évolutionnisme. Spencer a formulé un évolutionnisme avant, une théorie évolutionniste, avant de connaître Darwin. Mais, dans le contexte de la publication de l'origine des espèces en 1859, qui a une forte diffusion, Spencer modifie sa théorie de l'évolution et il adopte ce principe constitutif du darwinisme, de la théorie darwinienne de l'évolution, qui est le principe de la sélection naturelle. Mais il fait deux choses. C'est nécessairement synthétique, mais je pense que ça permet de bien comprendre la position darwinienne. Il apporte quand même il y a deux points de distinction avec l'évolutionnisme darwinien. D'une part, et vous allez voir tout de suite l'enjeu, il rebaptise ce principe de la sélection naturelle survivance des plus aptes. Vous voyez le raccourci de la sélection naturelle à le raccourci qu'il y a dans l'interprétation de la sélection naturelle comme un processus de survie des plus aptes, c'est-à-dire d'élimination des moins aptes. Et donc la manière dont Spencer, excusez-moi, vous me corrigez quand je me trompe, la manière dont Spencer joue la sélection naturelle est en fait déjà hybridée de ses positionnements politiques, de son libéralisme exacerbé. C'est une autre chose que Patrick Tort montre très bien. Dans la sociobiologie, se présente comme une déduction des principes biologiques dans la sphère sociale, alors que très souvent, en fait, les principes biologiques sont élaborés depuis des présupposés politico-sociaux. Et je crois que dans cette transformation du principe de la sélection naturelle en principe de la survivance des plus aptes, il y a en fait hybridé déjà les positionnements politico-sociaux de Spencer. Je suis claire ou pas? Oui. Vous me dites si je suis. Et donc ça, c'est la première transformation. La seconde transformation, c'est que en fait, Spencer reste en un sens lamarckien et il continue de croire à la transmission des caractères acquis. En d'autres termes, la descendance est modifiée, se modifie non pas simplement dans l'adaptation à l'environnement, mais des caractères sont acquis et se transmettent. Et par là même, on a de ce point de vue-là un renforcement des plus aptes. Voilà pour ce qui me semble être les points importants de distinction entre l'évolutionnisme darwinien et l'évolutionnisme de Spencer. Donc, je ne sais pas, avec Tort, je crois qu'on ne peut pas, que Darwin est bien plus subtil que une version vulgaire du darwinisme social. Par contre, effectivement, Spencer est le représentant par excellence de ce darwinisme, de ce qu'on appelle le darwinisme social, qu'il faudrait réintituler pseudo-darwinisme social, en appliquant directement le principe de survivance des plus aptes qu'il décèle dans le règne biologique aux sociétés humaines et se déploie par là même l'ensemble de ces positions libérales. Le marché, c'est ce que je vais essayer de vous présenter, le marché va être précisément l'instrument par excellence qui va permettre aux plus aptes de bénéficier de leur aptitude et aux moins aptes de subir le dommage de leur infériorité. C'est dit comme ça. Et par là même, il faut interdire toute politique, toute forme de redistribution sociale, toute forme de politique redistributive, et par là même tout rôle redistributif de l'État, qui viendrait perturber ce jeu. Et vous voyez que là, on a vraiment un évolutionnisme qui est au service de l'ultralibéralisme, dans la mesure où toute action de l'État qui viendrait perturber ce jeu naturel des aptitudes vient fausser l'évolution, vient dégrader l'espèce humaine. Retarder l'échéance. Vient vraiment mettre à mal ce processus d'évolution des espèces et donc de l'espèce humaine. Donc ce n'est pas simplement
pour employer les termes de Spencer, hein, qu'en mettant en place des politiques redistributives à l'attention de ceux que Spencer appelle les inférieurs ou les moins aptes, ce n'est pas simplement qu'on va aider les moins aptes, c'est qu'on va dégrader les plus aptes. C'est horrible, mais on a là une version totalement exacerbée du libéralisme, raison pour laquelle je l'appelle cette position ultralibéralisme, qui s'appuie sur la théorie de l'évolution pour défendre cette thèse qui nous intéresse de la réduction de l'État. Voilà pour la présentation synthétique de la position Spencer. Alors, oui. Juste une question de chronologie. Les premières thèses sur le libéralisme de Spencer par rapport à l'œuvre de Darwin, c'est avant? C'est quoi les dates? Alors, donc, la formulation même de la loi d'évolution, c'est 1862, vous voyez, dans lequel il exprime pleinement, mais et plus exactement, là où il va le déployer complètement, la loi, enfin le principe de survivance des plus aptes, c'est dans la seconde partie des principes de biologie. Donc, vous voyez, c'est dans les années 1865. Ça, c'est Spencer? Ça, c'est Spencer. Darwin, c'est 1859. Je fais de mémoire, mais vous me confirmez, hein, c'est 1859. L'origine de l'espèce, 1859, la descendance de l'homme, si je ne me trompe, 1880. Et les premiers écrits? Alors, les premiers écrits, j'en viens à votre question, les premiers écrits de Spencer sur la question politique. Et se situe plutôt à la fin, l'individu contre l'État, c'est dans mon souvenir 1884. Vous voyez, dans son système, ça se présente comme étant à la fin de la déduction. Pour autant, il a écrit des articles moins connus, dans lesquels il déployait déjà ses positions ultralibérales avant l'individu contre l'État. Je suppose que votre question, elle vise en fait, elle cherche à savoir si il a d'abord établi des lois biologiques et il a ensuite déduit de ces lois biologiques des implications politiques. Ma question, c'est que je connais un peu l'écologie. Donc l'écologie, elle est née, l'écologie scientifique, dans les années 1870. C'est après Darwin, c'est un peu dans la suite de Darwin. Et on est très frappé par le langage économique de l'écologie. Et ce langage économique, j'ai l'impression qu'il existait déjà avant et qu'il a beaucoup influencé les concepts écologiques de base comme ceux de compétition, prédation, etc. Je vois ce que vous voulez. Je crois, enfin, je comprends, enfin, je vois le point que vous visez. Effectivement, on a l'impression, par exemple, que le concept darwinien pour la vie, il est forgé pour décrire ce qui se joue dans le règne biologique. Alors que, très vraisemblablement, ces concepts ont une origine, non, enfin, en tout cas, ne viennent pas uniquement de la description de la réalité biologique, mais également de la réalité économique. Et de ce point de vue-là, je me permets de renvoyer sur ces questions-là, sur ces transferts de l'économie vers le biologique, le texte le plus génial, vraiment le plus instructif que j'ai lu, c'est un texte de Canguilhem que vous trouvez dans ses leçons sur les sciences de la vie, et qui s'intitule, c'est un recueil de textes, et qui s'intitule « Le tout et la partie ». Et dans ce texte, il fait une généalogie, plus exactement, Canguilhem étudie les transferts de l'économique vers le biologique, du biologique vers l'économique, de la compréhension de la totalité organique. Et c'est extrêmement instructif parce qu'effectivement, en fait, par exemple, un terme comme le terme de solidarité organique, dont on croit qu'il a été forgé en physiologie, pour décrire le règne biologique, en fait, chez les biologistes en question, là, en l'occurrence, il s'agit de Vince Edwards, viennent d'Adam Smith.
Et donc des concepts qu'on croit forgés pour décrire la réalité biologique, en fait, sont déjà hybridés, sont déjà pétris de connotations économiques. Alors même que, 50 ans plus tard, à la fin du XIXe siècle, ce concept, par exemple, de solidarité organique, les sociologues, Durkheim, Spencer, disent le prendre de la physiologie, sans se rendre compte qu'en fait, il était déjà présent chez les économistes. Donc je comprends tout à fait le point que vous visez, et effectivement. Alors, sur Spencer plus particulièrement, je suis absolument convaincue d'une chose. Spencer nous dit, j'étudie le règne biologique, et dans un second temps, j'en déduis les implications pour la compréhension des sociétés. En fait, sa compréhension même du règne biologique, survivance des plus aptes, etc., est déjà hybridée, est déjà pétrie de ses positionnements politiques. Et je crois qu'il y a là un des principaux écueils de toutes les formes de sociobiologie. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de déduction pure du biologique à l'économique. Y aurait-il un lien aussi entre Spencer et les théoriciens de cette période-là, souvent anglais, des théories des aptitudes et des théories de l'intelligence? Alors, c'est pour faire le lien avec la question des aptitudes. Alors effectivement, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne me suis jamais demandé d'où venait chez Spencer ce terme, les plus aptes ou les moins aptes. La psychologie anglaise était très pointue sur ces questions-là, hein, Spearman et des gens comme ça, mais je ne sais même pas si chronologiquement c'est... Je ne saurais pas je suis désolée, je ne saurais pas, mais je vais m'empresser d'aller fouiller cette piste extrêmement intéressante, effectivement. Je ne suis pas capable de répondre à votre question, mais je me renseignerai. Et effectivement, vous pointez là encore une question très intéressante qui est donc, sur cette question de l'aptitude et de la manière, hein, d'où vient ce concept, et surtout, enfin, que contient-il? Quels sont les présupposés dont ce concept d'aptitude est porteur? Alors j'ai fait ce travail pour un autre concept qui, à mon avis, est tout aussi problématique, qui est par exemple le concept de mérite, qui, dans la version française, très critique à l'égard de Spencer, qu'on trouve par exemple chez Durkheim, la question n'est plus celle de l'aptitude. Enfin, chez Durkheim, vous ne trouverez pas plus apte, moins apte, mais on trouve la question du mérite. Et donc, la hiérarchie sociale doit refléter le mérite. C'est quand même tout aussi, enfin, c'est aussi éminemment problématique. Et de ce point de vue-là, enfin, j'ai davantage travaillé cette voie-là, si vous voulez. Mais votre question fait que m'ouvre une piste de recherche. Je vous remercie. Aujourd'hui, on parlerait d'inégalité. Oui. Mais je signale qu'en anglais, enfin, les plus aptes et les moins aptes, ça c'est une traduction française, stabilisée. Mais alors, le terme anglais c'est outfit. Survival of the outfit. Donc, or, dans outfit en anglais, il n'y a pas tout à fait les connotations que nous on met dans plus apte et moins apte. Hein, parce que, qu'on met aujourd'hui. Ouais. Parce que oui, peut-être Guinness et tout ça sont passés par là. Même Langevin de Vallon, même d'ailleurs. Donc, il y a plus une connotation physiologique, sportive, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, oui. Il ne reste pas loin hein, que les plus aptes, les moins aptes interviennent autour de ce concept central de lutte pour la vie. Et de ce point de vue-là. Alors après, autre élément extrêmement intéressant, qui montre à quel point hein, l'évolutionnisme avait diffusé très largement chez les théoriciens du XIXe siècle, chez quelqu'un comme Durkheim, qu'on ne peut en aucune façon accuser de darwinisme social. Chez quelqu'un comme Durkheim, vous regardez, vous lisez la seconde partie de sa division du travail social, il y est question de lutte pour la vie. C'était une espèce de passage obligé, qui plus est un passage obligé retraduit, c'est-à-dire que l'accès à la théorie darwinienne en France, par exemple chez Durkheim, c'est fait par Spencer. Pour vous donner juste une idée, je sors un tout petit peu de ce que je voulais faire, mais pour vous donner une idée de l'importance de Spencer au XIXe siècle,
quand Émile Durkheim a passé l'agrégation de philosophie en 1882, le thème à l'agrégation de philosophie était l'évolutionnisme et Spencer. Ça me paraît absolument impossible. Spencer ne figure même plus aujourd'hui dans les 57 auteurs au programme de terminale. Je ne sais pas pourquoi ils en ont mis 57, mais il n'y a pas Spencer. Il y a 57 auteurs officiels dans le programme de terminale de... C'est 57, hein? Même pas en SES. Ah oui, effectivement, j'ai pas... Et bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus Spencer. Durkheim a fait sa dissertation d'agrégation, et c'est comme ça qu'on sait d'ailleurs qu'il connaissait extrêmement bien Spencer. Bon, ça se voit aussi quand on lit la division du travail social, mais il a fait sa dissertation d'agrégation sur Spencer. C'est surprenant. Alors, je passe, peut-être que je pourrais donner mon PowerPoint pour le site. J'avais mis plein d'indications bibliographiques, mais d'une part vous les voyez mal et d'autre part ça passe trop vite. Donc j'en viens tout de suite à ce que je voulais faire, et je vais essayer de le faire de manière très synthétique, à savoir le déploiement de la théorie spencerienne comme ultralibéralisme, ou encore l'évolutionnisme au service du laisser-faire. Alors, je vais procéder de ce point de vue-là en 5 temps, en vous montrant d'abord ce qu'est la loi générale d'évolution chez Spencer et son application aux sociétés, en venant ensuite à la grande distinction que Spencer met en œuvre, et à mon avis sans laquelle on ne comprend rien à son libéralisme, à savoir la distinction entre société de type militaire et société de type industriel. Je vous présenterai très rapidement le type militaire, je vous présenterai ensuite le type industriel, et je me demanderai tout particulièrement la place de l'État et comment marche cette harmonie spontanée chez Spencer à travers ce qu'il appelle son système des contrats. Alors, concernant donc la loi d'évolution, je vous en livre la citation parce qu'elle est assez surprenante. Cette loi cardinale, principielle, qui régit tous les phénomènes, Spencer l'a décrit ainsi dans les premiers principes en 1862. L'évolution est une intégration de matière. Vraiment très gênant. Oui, mais on n'arrive pas à tourner les volets. On ne tourne pas, c'est fixe. Il faut ouvrir la fenêtre et puis on Je ne sais pas comment on fait.